Salut les mélomanes et bienvenue pour ce 4ème épisode de Versus. Et aujourd'hui j'ai fait appel à Adrien de la chaîne Syllabéo. Salut. Pour parler des Strauss dans la musique classique. Et il y en a eu. Alors non, je pensais pas vraiment à celui-là. Non, surtout pas lui en fait. Ah là voilà, c'est bon, on peut y aller. Alors, quand on parle des Strauss dans la musique classique, on parle jamais du même en fait. On les confond tout le temps. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de les différencier une bonne fois pour toutes. Et en musique classique, le premier nom auquel on pense, c'est en général Richard Strauss. C'est un peu l'influenceur number one. Si vous voulez. Déjà parce que c'est le meilleur. Ah non, Adrien, commence pas parce que sinon, il n'y en aura que pour lui. Donc non, on a dit objectif aujourd'hui. Objectif. Les autres Strauss sont en fait des Strauss, puisqu'il s'agit de la famille Strauss de Vienne, composée notamment de Johann Strauss II, à qui on doit la très célèbre valse du Beau Danube bleu. D'ailleurs, les deux morceaux de Richard Strauss et Johann Strauss II dont on vient de parler sont brillamment utilisés dans un même film, 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Et pour terminer cette présentation, il faut quand même évoquer le père, quand on parle de la famille Strauss. Avec Johann Strauss, donc premier du nom, qui a fait un truc plutôt connu, vous allez voir. D'ailleurs, quand on y pense, c'est grâce à lui qu'on se tape tous les ans André Rieu au concert du Nouvel An. Moi je dirais plutôt à cause de... Ah ouais, bien vu. Alors quand on parle de la famille Strauss dans l'histoire de la musique classique, on fait souvent référence à eux comme étant les rois de la valse. Celui dont on parle en premier restera toujours Johann Strauss II, dont Richard Wagner dit un jour qu'il avait le cerveau le plus musical qui fut jamais. Ah, il a vraiment dit, mais que des conneries, lui. Non, il a dû confondre, il dirait jamais de mal d'un Richard. En tout cas, ce titre de roi de la valse est plus que mérité, surtout en ce qui concerne le fiston. Là où le père est essentiellement compositeur de danse des faubourgs de Vienne, puisque il ne faut pas oublier que la valse est à la base d'une danse populaire tzigane, eh bien c'est le fils Johann Strauss II qui lui a donné toute sa noblesse formelle et émotionnelle, et a ni plus ni moins élevé la valse au rang de danse fédératrice, véritablement la danse de cour à Vienne. Et le style qui caractérise le plus les valses de Johann Strauss II, c'est cet alliage entre le classicisme viennois, dont il dépeint toute l'élégance et le faste. Elle est furieuse, non? Le faste et le romantisme allemand dans toute sa grandeur et sa rigueur. Enfin ça c'est surtout dans les apparences, car Vienne est déjà bien en déclin, et les valses de Johann dépeignent déjà cette nostalgie de la Grande Autriche, palpable dans la très célèbre valse de l'Empereur. Oui, bon d'accord, mais Richard Strauss, et tant qu'on viendra, n'est pas le dernier en valse non plus. Il en aura d'ailleurs composé énormément tout au long de sa carrière, comme par exemple dans Ainsi parlait Zarathustra, ou encore dans Le Chevalier à la Rose, dont on va s'écouter un petit extrait. Et ce qui fait le charme de cette œuvre, c'est cette nostalgie du classique, car cette admiration sans borne pour Mozart, viennois lui aussi, c'est un peu le seul liant qu'on pourra trouver entre tous les Strauss. Et voici justement maintenant quelques clés pour les différencier stylistiquement.
Le point le plus important, sur lequel il est évident qu'il existe une grande différence entre nos deux Strauss, c'est le lyrisme, la recherche de l'émotion. Cette différence d'expressivité peut déjà s'expliquer par le contexte dans lequel nos compositeurs ont évolué. Et oui, tous les Strauss ont beau posséder ce souffle germanique de grandeur et de structure, il n'en demeure pas moins très différent dans l'application. On l'a vu, les Strauss de Vienne sont ancrés dans le 19e siècle, une Europe au romantisme flamboyant dont ils dépeignent l'équilibre, resplendissant et élégant, quand bien même ça commençait à sentir le roussi pour eux. Ce sont souvent les mêmes émotions qui sont recherchées, la joie, la sensation de balancement, de légèreté et de confort, une musique très sucrée en quelque sorte, comme par exemple dans une autre de ces valses. Encore une valse? Et oui, écoutez bien les petites tierces parallèles, toutes choupies au violon. C'est un intervalle assez resserré qui, dans aigu, va donner toute sa tendresse et sa lumière aux cordes. Voici donc un extrait de la valse qu'on appelle Sans viennois. Richard Strauss, quant à lui, est déjà bien ancré dans le XXe siècle, la période moderne, avec ses plus grandes stars qu'étaient Debussy, Ravel ou encore Stravinsky. C'est clairement l'une des périodes les plus denses et excitantes de l'histoire de la musique, et de loin ma préférée, car elle a notamment remis en cause une grande partie de la tradition tonale des classiques et des romantiques, en apportant une perception du temps totalement nouvelle. Eh ouais. Et au même titre qu'un Gustav Mahler, Richard Strauss s'inscrit dans un post-romantisme total, la recherche de l'équilibre par le déséquilibre. Et elle est pas belle celle-là, hein? Prenons un exemple avec la danse des sept voiles issue de son opéra Salomé, où ce seront finalement les glissando de contrebasse, les Italiens diront glissendi, mais bon, enfin, qui vont évoquer les déhanchés de la danseuse et amener par la même occasion le déséquilibre, portant à l'intérieur d'une structure on ne peut plus régulière. Sa singularité lyrique s'explique tout simplement par le contexte de création de ses œuvres. Il est l'un des derniers, si ce n'est le dernier, représentant du souffle romantique germanique, et sur presque tous les plans, ne reconnaît plus l'Allemagne dans laquelle il a grandi et vécu. Au cours du XXe siècle, l'Europe dans laquelle vit mon Richard n'est plus aussi resplendissante que ce qu'elle a pu être. T'as vraiment dit mon Richard? Et il en dépeint les derniers fragments dans Les Métamorphoses, un adieu déchirant à l'idéal européen, décimé par le fascisme, l'horreur et la barbarie. Là où Johann Strauss II est un nostalgique, Richard Strauss est un grand mélancolique. Mais il ne se contente pas de ressasser le passé, non. Il intègre les nouveaux éléments musicaux de son siècle pour enrichir son langage, que ce soit harmoniquement ou orchestralement, ce qui fait de lui, finalement, un moderne tourné vers le passé. C'est un compositeur au très grand raffinement, avec une impressionnante diversité. Il n'y a qu'à voir toutes ses œuvres et toutes les formes qu'il a expérimentées. Concerto, opéra, poèmes et contes symphoniques, leader, il y en a pour tous les goûts. Et quoi de mieux pour mettre un terme à sa longue et très belle carrière que de composer ces 4 derniers leaders qui prennent tout le sens d'un au revoir à la vie. Ouais. On vous invite donc à nous dire en commentaire lequel de ces Strauss est votre préféré, si on sait tous que c'est Richard. Et ça y est, on l'a perdu. Bref, sur ce, je vous dis donc à la prochaine les mélomanes, portez-vous bien, ciao. Salut! D'ailleurs, les deux morceaux de Richard Strauss et Johann Strauss II, dont on vient d'entendre des extraits, sont brillamment utilisés dans... Dans quoi, merde? Bienvenue chez les ch'tis. Je vois pas à quoi je ressemble d'ici. Là où le père est essentiellement un compositeur.
Oui, c'est vrai. Richard Strauss s'inscrit dans un post-romantisme total, à savoir la recherche de quoi? Oui, écoutez bien les petites tierces parallèles au violon, tout choupi dans l'aigu, qui va donner... Et au même titre qu'un Gustav Mahler, Richard Strauss, un Gustav Mahler. Ça, joli ce passage. Il intègre les nouveaux éléments musicaux de son siècle pour enrichir son langage, que ce soit orchestralement, j'allais mettre harmoniquement, orchestralement. Dites en commentaire si orchestralement ça vous branche. Moi je comprendrais. Si je pense à Hitler, j'ai pas envie de rire, c'est bien? C'est une technique ça. Oh, bonjour et bienvenue dans le Ars Corner. Salut. C'est bon, on a fait 40 prises, on est bien.